qui a été un quinquennat, moi, dans lequel, en tant qu'éditorialiste politique, avec ma tendance, bien sûr, politique, mais de gauche, on peut le dire, mais c'est un secret pour personne. Oui, mais probablement aussi avec mon regard à moi, qui est voilà, qui est peut-être très social, qui a envie de faire attention à tout le monde et pas simplement au cercle élitaire. J'ai trouvé que ce quinquennat a été très éprouvant. Il était éprouvant socialement, il était éprouvant également psychologiquement, avec des ordres et des contre-ordres permanents, avec cette manière de gouverner qui alterne les gifles et les caresses, très verticale, avec cette façon de brouiller les pistes. Je suis pour le matin, je suis contre l'après-midi et je suis entre les deux le soir. C'est une façon de gouverner qui est assez perverse. Et je voulais raconter cela à travers la personnalité de ce président dont je considère qu'il n'a pas d'amis. Alors justement, ce livre, c'est avec des mots A comme Amiens. On va faire un tour d'horizon, bien évidemment, ma chère Françoise. Je vois que vous avez Il s'appelle L'homme qui n'avait pas d'amis, mais sachant qu'il est classé par mots, pourquoi ne pas l'avoir baptisé abécédaire du macronisme? Parce que je pense que c'est plus qu'un abécédaire, et je pense que l'abécédaire, c'eût été, ça voulait pas dire ce que moi je voulais dire. Je voulais dire que c'est la première fois qu'on a eu un président ainsi, jeune, brillant, technicien de Bercy, et puis l'autre face, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement pas complexe, mais profondément ambigu, pour ne dire les choses que comme ça. Et je pense que ce quinquennat est marqué plus que tout autre par la personnalité de ce président. C'est pour ça que j'ai dit l'homme qui n'a pas d'amis, c'est-à-dire que en gros, les Français sont pas ses amis. Hein. La France est une start-up, on la gère comme une entreprise, et puis on engueule les salariés assez régulièrement. Alors, ma chère Françoise de Gois, d'habitude, dans le Tour de France, ça s'appelle le prologue, avant la première étape, en ligne. D'habitude, ça s'appelle avant-propos dans le livre. Vous, ça s'appelle ouverture. Je vais lire quelques lignes de l'ouverture de votre livre. Et je dis, c'est très bien écrit en plus. Je le regarde avancer. Son visage n'exprime aucune émotion. Il est seulement grave. Pas un sourire, pas une allégresse, pas une simple joie. Tout semble glisser sur ce visage glabre. Rien ne perce, rien ne transperce. Bien sûr, tout cela est voulu par les scénaristes et sa petite équipe. Marcher dans la cour du Louvre, c'est marcher dans l'histoire de France, le Louvre des rois, le Louvre de Bonaparte, puis Napoléon, qui veut en faire un musée universel et transformer Paris en Nouvelle-Rome, puis le Louvre de François Mitterrand. Il marche seul et avec gravité, et déjà, je perçois l'immense malentendu entre lui et nous. C'était juste du feeling, comme on dit. Comment vous avez ressenti ça? Moi, ça fait des années que j'observe la vie politique, que je la vis et que je l'ai organisée aussi. Vous avez été journaliste sur le service public, après, vous avez travaillé en cabinet ministériel. J'ai travaillé avec François Hollande, avec Ségolène Royal. Donc moi, je fais partie des gens, je le dis aussi, qui sont allés voter Emmanuel Macron, mais pas par adhésion à Emmanuel Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen. Vous le dites d'ailleurs dans l'avant-propos. Et à 22h32, qu'est-ce que je vois? Je pars sur une chaîne de télé pour faire la soirée électorale et je vois ces images et je comprends le malentendu. Je comprends que à un moment donné, Emmanuel Macron a déjà oublié qui l'a fait roi. Il a déjà oublié que 61% des Français n'ont pas voté pour lui par adhésion et pour barrer. Et je suis frappé du choix du Louvre. Vous savez, le Louvre, c'est une histoire royale. Et les gens me disent oui, mais Mitterrand, le Panthéon. Non, quand Mitterrand marche dans le Panthéon, il inscrit son pas dans l'histoire de France, dans l'histoire de Jaurès, dans l'histoire de Schœlcher, qui a aboli l'esclavage, qui est le grand libérateur de l'esclavage. Il met ses pas dans les pas d'une histoire collective et de gauche. Emmanuel Macron met ses pas dans les rois de France. Je le vois marcher, il n'y a pas un sourire, il n'y a pas une allégresse, c'est voulu, c'est grave, on dirait le premier consul en réalité. Et je comprends, à ce moment-là, je pense que toute sa personnalité, non pas dans sa complexité, mais dans sa dureté et dans cette soirée du Louvre. Et je l'ai compris en un instant et j'étais très heureuse de pouvoir le retranscrire tel que je l'avais ressenti en mai 2017 à 22h32. Alors justement, vous l'avez connu, Emmanuel Macron, à l'Élysée, quand il était encore inconnu. Je l'ai croisé, oui. Je le connais pas. Mais quel type d'homme est-il ? Est-ce qu'il dégage quelque chose? Parce que souvent les hommes d'État dégagent quelque chose, du charisme, etc. C'est quelqu'un qui vous regarde tout le temps droit dans les yeux, qui est assez direct. Mais vous savez, quand vous avez un peu d'expérience, vous savez tout de suite qui est Emmanuel Macron. C'est celui qui a toujours le dernier mot, c'est celui qui veut avoir raison, c'est celui qui a un humour cassant, assez glaçant, c'est celui qui est chaleureux et faussement chaleureux avec tout le monde. Moi, dès le premier instant, ça a été compliqué
expliqué. Moi, je l'ai croisé 2 fois et à 2 reprises, j'ai, comme si peut-être c'est lié à mon âge, j'ai perçu quelque chose qui sonnait faux, c'est-à-dire une sympathie immédiate, le sentiment que vous êtes la personne qui dit la chose la plus intelligente du monde, et en même temps, comment vous dire ce sentiment que ça sonne faux. Je ne réécris pas l'histoire, je l'ai tout de suite senti. J'en avais à l'époque averti François Hollande qui n'a rien voulu écouter, ni de moi, ni de personne. J'avais averti également Ségolène Royal, car Emmanuel Macron venait rendre tous les vendredis ses hommages à Ségolène Royal au ministère de l'écologie, et c'est une façon de... Il a vraiment organisé méthodiquement sa conquête. Personne n'a voulu le voir, certains l'ont vu, d'autres plus que moi d'ailleurs, et tout le monde s'est planté. C'est absolument fabuleux, ça doit être le côté vraie voix. Vous avez déjà anticipé ma question suivante qui était sur François Hollande. Ah non mais c'est très bien, mais je vais vous la poser. Vous racontez les ascenseurs qui s'affolaient au rythme du jeune loup, voire monter, descendre à toute heure du jour et de la soirée, les invités, artistes, politiques, sportifs. Son arrivée au pouvoir a été soigneusement préparée. Oui. Et comment un politique comme François Hollande, qui a quand même été pendant 10 ans premier secrétaire du PS, qui était président de la République, n'a-t-il rien vu venir? Ça, c'est une question que je pense je ne suis pas le seul à me poser, Françoise Degois. Je pense que pour bien connaître François Hollande, qui est tout sauf un affectif, qui a l'air très rond, mais qui est une lame à l'intérieur, il a eu le sentiment, en Emmanuel Macron, de voir un jeune François Hollande. Et je vous assure que malgré les différences, si vous voulez, physiques, de rondeur, et plutôt émaciées à la façon d'Emmanuel Macron, ces deux-là se ressemblent terriblement. Disons que François Hollande a trouvé plus méchant que lui, c'est-à-dire plus dur. C'était Sarkozy qui disait, François Hollande, on dit de lui qu'il est très bête et très gentil, il est très intelligent et très méchant. Il est supérieurement intelligent, il est supérieurement dur, François Hollande, et il a vu en Emmanuel Macron une sorte de double, et quelqu'un qui a provoqué chez lui un lien d'amitié, ce qui est assez rare chez François Hollande, peut-être même la volonté d'en faire un successeur. Et c'est vrai qu'il avait cette faiblesse pour Emmanuel Macron, ça devenait dingue, les réunions de cabinet se terminaient toujours par demande à Emmanuel par-ci, Emmanuel par-là. Il était très touché par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a l'art et la manière, en plus de ça, de toucher les gens, en plus d'un certain âge et qui ont de l'expérience. Il est toujours très entouré de gens beaucoup plus âgés que lui. Et François Hollande n'a rien vu, quitte à même devenir extrêmement désagréable avec les gens qui étaient les plus proches de lui, qui lui disaient, je pense à Michel Sapin, qui disait, tu peux pas imaginer que quelqu'un qui fait 3 déjeuners à Bercy et 2 apéros et 2 dîners le soir ne prépare pas quelque chose pour lui. Et Hollande répondait variablement, mais non, mais il travaille pour moi. Voilà. Mais il y a une chose qui est certaine, il y a une grande différence entre Hollande et Macron, c'est que François Hollande est une personne qui a une confiance en lui absolument incroyable. Le monde entier peut le critiquer. François Hollande ne bouge jamais sur l'idée que ça ne les déstabilise absolument pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un tel équilibre intérieur, une telle conscience de soi, mais pas justement au sens de l'arrogance. Emmanuel Macron, c'est tout à fait différent. Il a des airs de matamor, mais en réalité, je pense qu'il y a une grande fragilité chez Macron qu'il n'y a pas chez Hollande. Mais justement, Hollande, il n'a pas vu ou il n'a pas voulu voir. Il n'a pas été dans le déni de réalité, vu ce que lui disait Michel Sapin, par exemple, que vous venez de dire. Oui, ses meilleurs amis, parce que lui, Hollande, pour le coup, c'est un homme qui a des amis. Il n'y a peut-être pas d'amis en politique. Si, il a des amis. Vraiment, Sarkozy a des amis, Brice Hortefeux, Emmanuel Macron. Personne n'ira mourir pour Emmanuel Macron. Vous comprenez ce que je veux dire? Emmanuel Macron n'a pas de... Hollande, oui, bien sûr. Et Sapin et Stéphane Le Foll, qui est un véritable ami. Jouyet aussi, dans votre livre, vous en parlez. Jouyet. Jean-Pierre Jouyet. Mais Jean-Pierre Jouyet. Et en réalité, Emmanuel Macron, François Hollande a cru voir et s'est concentré sur le danger Manuel Valls. Et il n'a pas vu Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que aussi par péché d'orgueil et aussi par péché de changement d'époque. Pour François Hollande, c'est inimaginable qu'un conseiller puisse devenir directement président de la République. Il n'a pas cru à la possibilité qu'Emmanuel... Mais par contre, il aurait été candidat, eh bien, il aurait bloqué Emmanuel Macron dans sa course. L'homme qui n'avait pas d'amis, de Françoise Degois, une voix et même une vraie voix de Sud Radio, qui reste avec nous. On n'a fait que l'ouverture. Vous allez voir après, c'est l'abécédaire. C'est passionnant de la première à la dernière ligne. On se retrouve tout de suite, mon cher Joseph. Exactement, on va encore avoir une belle heure pour parler de ce livre. Et n'hésitez pas à nous appeler, vous allez avoir 30 minutes, ce sera... Et échanger avec Françoise Degois, c'est quand même... Exactement, posez vos questions. Posez vos questions, réagir à propos du quinquennat Macron. Restez avec nous sur Sud Radio et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 14h avec Françoise Degois, auteur de ce livre Macron, l'homme qui n'avait pas d'amis. On est ensemble jusqu'à 14h pour le face-à-face. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Le face-à-face. David, dans tous ses états, surtout. Hein. Je remplace André Berkoff, donc c'est Berkoff dans tous les états. C'est une marque déposée. On salue l'ami André, d'ailleurs. On le salue André. Salut. Donc justement, dans cet excellent livre, L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb, le premier mot, c'est Amiens. Amiens, la ville natale du président. Est-ce qu'il n'a pas un petit côté Rastignac montant à Paris? Ah bien sûr, c'est vraiment l'histoire, l'arrivée de parvenus, mais au sens premier du terme. D'ailleurs, c'est les Rastignac, c'est pas un Rastignac, c'est monsieur et madame. Et on voit bien comment finalement ce couple qui quand même s'est construit dans une forme d'adversité, il faut quand même imaginer ce que signifie finalement vivre une telle histoire d'amour dans Amiens la bourgeoise, en plus dans ce milieu, gros commerçant d'un côté pour Brigitte Trogneux, et puis bonne bourgeoisie, c'est-à-dire médecin du côté de Emmanuel Macron. On sent quand même que chez Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui est coupé, vous voyez. Il y a ce lien avec cette ville natale, on ne le sent absolument pas. Peut-être parce qu'il a été obligé d'en être exfiltré pour que le scandale, entre guillemets, et puis les langues jasaient beaucoup dans cette ville de province. Il en a été exfiltré à 16 ans pour venir à Paris. On sent quand même que il y a quelque chose, c'est marrant, Emmanuel Macron a beau nous parler de ses racines pyrénéennes, hein, nous sommes à 2 vallées d'écart, lui à Bagnères et moi à Argelès, je salue d'ailleurs Argelès, eh bien, il a beau nous parler de ses racines pyrénéennes, nous parler de Amiens sa ville, il y a quelque chose aussi là qu'on ne sent pas, qui n'a pas l'air d'être tout à fait réel. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est arraché chez ce jeune homme, parti à Paris, et monté en graine et monté en puissance jusqu'à arriver à l'Élysée avec madame. Alors justement, dans autoritarisme, c'est le 3e mot. On se souvient notamment de la manière, l'humiliation du général de Villiers, qui était quand même le chef d'état-major des armées, donc le plus haut militaire au moment de la fête nationale de 2017, très peu de temps donc après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Est-ce que l'autoritarisme, pour vous, c'est un marqueur du quinquennat? C'est un marqueur de la faiblesse intérieure, en fait. Quand on utilise, vous savez, comme dirait Confucius, c'est l'art de gouverner sans jamais donner un seul ordre. Et en réalité, c'est là qu'on voit, dès le début, on voit le manque de confiance en réalité. Au fond, il y a une forme de psyché assez fragile, de mon point de vue, forte, intelligente, etc., mais assez fragile, assez mal construite d'Emmanuel Macron. Quand on arrive finalement, c'est un ministre qui me disait ça en rigolant, un ancien ministre, c'est bon, après le fait qu'il ait dit c'est moi votre chef, donc lors des vœux aux armées, traditionnellement le 13 juillet avant le 14 juillet, un ancien ministre socialiste me disait il fait pipi autour de la tente, quoi. C'est vraiment, donc c'est une façon, l'autoritarisme comme ça, je montre qui est le chef, je fais des poignées de main pour montrer à Trump que je suis plus musclé que lui. Voilà, ça, c'est un comportement quasiment... Est-ce que je dis adolescent? En tout cas, c'est le comportement de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et l'autoritarisme, c'est ce qui aura marqué, vous avez raison, ce quinquennat. En tout cas, une pratique extrêmement verticale de l'autorité. Avec B, il y a Benalla. Est-ce que c'est quand même une affaire d'État? Oui, je crois, et c'est un tournant du quinquennat, à l'évidence. Été 2018. Été 2018, on a réussi à nous fourguer, les communicants, malgré quelques récriminations. La plupart des éditorialistes de gauche sont tous devenus macronistes. On nous a fourgué le Nouveau Monde avec ce jeune président, etc. Et puis patatras, Benalla, évidemment, c'est l'affaire qui nous fait changer de regard, probablement, sur le président de la République. Je voulais vous faire parler de Brigitte, mais vous en avez déjà parlé du couple Macron. Sauf si vous voulez rajouter un mot. Non. Mais sinon, je vais parler de « eux », comme « en même temps ». J'aime beaucoup votre formule, vous me permettez donc que je la lise. Comme elle est pratique, cette expression, comme elle agit de manière miraculeuse pour réconcilier 2 idées irréconciliables, faire synthèse entre les oxymores, marier le soleil et la pluie, l'Est et l'Ouest, la haine et l'amour, le brie et le camembert. Est-ce que le « en même temps », c'est quand même pas le marqueur numéro 1 d'Emmanuel Macron? Oui, et moi je dirais que derrière ce « en même temps », sous cet esprit de synthèse supposé, il y a véritablement cette façon de gouverner qui nous rend fous. En fait, le « en même temps », c'est l'ambiguïté permanente. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne sort jamais de l'ambiguïté. Il en sort pour y retomber. C'est une façon de gouverner, si vous voulez, qui est épuisante psychiquement pour les gens qui s'y intéressent un peu, qui provoque finalement une grande lassitude
attitude pour les gens qui disent de toute façon ça changera jamais et qui s'éloignent complètement. Cette manière, si vous voulez, d'injonction paradoxale permanente et en même temps de vouloir relier. Moi, parfois on peut faire certaines. Je suis d'accord avec vous, mais lorsque c'est systématique, c'est absolument malsain. Ça veut dire qu'on ne sait jamais. Moi, je donne l'exemple d'Emmanuel Macron qui, dans le même journal, est capable de dire au début de l'interview parler du privilège de l'homme blanc et à la fin de l'interview parler de sa peur du communautarisme. On est sur la même interview et là c'est du en même temps fou et c'est quelque chose qui rend dingue, je pense, à terme. Comme Giscard d'Estaing, oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est le VGE du 21e siècle ? Bien sûr, c'est ce que je dis. Je l'ai toujours dit, même au début, lors de sa campagne. Je le disais aussi au micro de Sud Radio lorsqu'il a été élu. Voilà, écoutez, c'est vraiment VGE, c'est-à-dire brillant, sportif. Il fait la même chose d'ailleurs que... D'ailleurs, Emmanuel Macron prend ses références partout. Un coup, il se réfère à De Gaulle, parfois il est mitterrandien, il joue au foot comme VGE l'a fait avant lui, enfin, il invente pas grand-chose. Donc oui, c'est ça, c'est le parfait techno. Inspecteur général des finances, élu très jeune, avec ce sentiment que tout est gouverné par des tableaux Excel et VGE qui chute à la fin. Je ne sais pas si Emmanuel Macron chutera. J'ai comme gilet jaune un moment clé du quinquennat. Il a vraiment eu peur quand on lit votre livre Au Puy-en-Velay. Oui, vraiment. Il a peur vraiment de mourir. D'ailleurs, il le dit. Vous savez, le Puy-en-Velay, c'est quand ces gilets jaunes savent que il devant arrive devant la préfecture qui a brûlé. Une partie a brûlé évidemment, et les gilets jaunes savent qu'il est là alors qu'il est venu en toute discrétion. Ils l'attendent à la sortie. Ils arrivent à s'approcher de la voiture présidentielle. Ils tapent dans les pneus en criant "On te crèvera". Et lui, il est derrière ces vitres fumées. Il a vraiment une peur absolument terrible. D'ailleurs, il a une peur terrible dès qu'il redescend de l'avion d'Argentine, de l'Airbus présidentiel qui le ramène du G20 en Argentine. Là, Patrick Sousa, son directeur de cabinet, lui dit on va sauter. On est le lendemain de l'Arc de Triomphe. Il y a une violence qui s'exprime. Et là, le sentiment que la République ne tiendra pas. C'est quand même extrêmement exagéré, petit 1. Et petit 2, oui, je crois qu'il a eu peur. Et d'ailleurs, il se confie très bien à Cécile Amar et Cyril Gradiani. Il dit ils pourront toujours me tuer. Donc il y a cette idée générale qu'il peut finir avec une balle, une agression violente, etc. Et moi, je veux pas donner là-dedans parce que personne déjà ne mérite d'être agressé, tout président qu'il est. Nous sommes bien d'accord. Je pense que quand il a pris une gifle, c'est pas normal. De la même manière que si Éric Zemmour prend des œufs, c'est pas normal. Voilà. Mais il y a une espèce de mythe qui a commencé à être construit par ces communicants de ce président en danger qui donc est courageux dans la foule. Stop la cavalerie, stop la cavalerie. J'ai appris en lisant votre livre toujours sur les gilets jaunes qu'on a imaginé une exfiltration en hélicoptère de l'Élysée avec destruction des documents sensibles. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai révélé, c'est le Canard enchaîné, c'est plusieurs papiers très intéressants qui ont été confirmés. Il y a même Brigitte Macron qui a visité, comment dirais-je, la salle Jupiter, vous savez, qui est le QG nucléaire. Le QG nucléaire, on l'a visité pour éventuellement se mettre à l'abri. On a envisagé tout, mais ça c'est assez normal. Comment voulez-vous, comment puis-je vous dire, le président de la République est un personnage extrêmement protégé, évidemment. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression d'être en 79, si vous voulez, en Iran avec les gardiens de la Révolution qui rentraient dans l'ambassade des États-Unis. Ces scénarios ont été absolument envisagés. Vous avez parlé du QG Jupiter. Jupiter, mais là pas le QG mais le surnom, ça vient d'où? Ça vient encore de... Je fais que recopier, je mets mes pas dans les pas de tout le monde. Ça vient de... Vous savez, Emmanuel Macron... Je marque mon pas dans le pas de mon père, comme disait Jean-Yann. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui picore partout. Moi, je suis sévère avec lui car je pense qu'il n'a pas de conviction arrêtée, si ce n'est peut-être une conviction européenne. Donc, c'est quelqu'un qui est protéiforme, caméléonesque. Et là, Jupiter, vous savez, c'est... la théorie de Jacques Pilan pour François Mitterrand. Quand ça allait assez mal dans les sondages, Pilan avait dit il faut que tu sois jupitérien, c'est-à-dire tu t'exprimes peu, mais tu t'exprimes avec force. Donc il a repris cette idée-là, c'est devenu ça. Après, on est parti au délire avec ses conseillers, notamment Bruno Roger Petit, qui expliquait qu'il était quasiment le roi thaumaturge. Je cite, j'avais prévu la suite. Question. On va faire une question de plus. Ouais. Pour lui, le toucher est fondamental, c'est un deuxième langage, c'est un toucher performatif. Le roi te touche,
Dieu te guérit. Non mais on est chez les fous, vous comprenez, ça sort du cabinet de l'Élysée, ça sort de Bruno Roger Petit. Donc il y a quand même des gens dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui sont capables de dénoncer ces âneries et qui sont capables surtout de les croire. Moi je suis assez halluciné de la fascination également qu'Emmanuel Macron exerce sur un certain type d'ailleurs dans le monde politico-médiatique. C'est la façon c'est ce pouvoir de séduction qu'il exerce au point que des conseillers soient capables de sortir des âneries pareilles et qui continuent à prolonger, si vous voulez, ce mythe dont nous crevons tous, du monarque républicain enfermé dans sa 5e République, qui a tout pouvoir, qui est capable de gérer pendant des mois en Conseil de défense, autrement dit tout seul, une pandémie. Lui, il est comme les autres, mais lui, avec son tempérament, pousse au paroxysme cette folie de la 5e. Et moi, je crois que là, vraiment, pardonnez-moi, je suis très véhémente, mais vous vous rendez compte dans quoi on nage? On nage dans de la communication, de l'adoration, de l'idolâtrie et du vent. Du vent de tableau XL, du vent dont on fait les flûtes. Voilà. Parce que, pour moi, le résumé du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça sera de la souffrance psychique, de l'angoisse sociale et du vent. Vous avez parlé de flûte, mais ce livre, ce n'est franchement pas du pipeau. L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plon. N'importe quoi, vous. Alors, vous avez vu comme on est sérieux, on n'est pas comme au vrai voix. Oui. Alors là, d'un seul coup, non mais il faut arrêter là, il faut déconner parce que j'en ai marre. J'en ai marre de parler de Macron. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, bien évidemment, si vous voulez réagir à ce face-à-face. On se retrouve juste après une courte pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et avec nous, une voix et même une vraie voix de Sud Radio, une vraie voix tout court, Françoise Degois, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plon. C'est un abécédaire, on peut dire, du macronisme. Alexis Kohler, on est à K maintenant. C'est l'homme intouchable ou le caillou dans la chaussure? Ça aurait pu être le caillou dans la chaussure, puisque par ses liens, vous savez, Alexis Kohler est très lié avec une très belle boîte italienne, Fincantieri d'ailleurs, d'armateur. Il y a un petit problème, en tout cas pas de collusion, mais il a été amené à prendre des décisions quand il était à Bercy qui pouvaient favoriser cette boîte, puisque lui est par alliance lié à cela. L'affaire a été évidemment enterrée, donc Alexis Kohler, je dirais que Emmanuel Macron ne peut pas fonctionner sans Alexis Kohler. C'est venant d'un personnage aussi arrogant que Emmanuel Macron, l'entendre dire c'est la seule personne que je considère plus intelligente que moi, eh bien ça vous dit à peu près le niveau où se situe dans l'esprit d'Emmanuel Macron Alexis Kohler. Voilà. Alors dans votre livre, il y a des moments où on rit, un peu comme dans les vraies voix en fait. Sur le maître des horloges, vous avez des anecdotes croustillantes et pas que sur Emmanuel Macron, y compris sur ses prédécesseurs. Racontez-les-nous parce que c'est très drôle. Écoutez, le maître des horloges, c'est une expression d'ailleurs qui avait été inventée, je crois, par Voltaire, et qui a été reprise à plusieurs reprises. Mais qui n'a pas été président de la République. Non, il n'a pas été président, il a été bien mieux, je pense. Philosophe passionnant et lucide. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le monde politique que je connais bien, arriver en retard, ça fait partie d'une stratégie politique. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron nous dit « je suis le maître des horloges », c'est moi qui décide du temps. Et le temps, c'est le temps c'est le temps des projets, c'est le temps des programmes, mais c'est aussi le temps que je mets, moi, à accéder à votre requête de me voir. Et je raconte l'histoire d'Emmanuel Macron qui adore faire patienter ses interlocuteurs. Je raconte surtout que François Mitterrand l'avait érigé aussi comme un rapport de force lors d'un G7 à l'époque, d'un G5. Eh bien, François Mitterrand, les suiveurs ont été étonnés de voir François Mitterrand partir et se garer. Il se garait en attendant que le convoi de Ronald Reagan passe, de manière à ce que Ronald Reagan arrive à la Réunion et que lui, François Mitterrand, arrive en dernier en majesté. J'ai vu également mon ami Ségolène Royal décider d'annuler une interview alors que le journaliste était à l'extérieur de son bureau et elle restant à l'intérieur et faisant dire à tout le monde qu'elle n'est pas, alors qu'elle est dans le bureau. Et le journaliste marronne, 2 heures, ça a duré, un très grand éditorialiste dont je tairai le nom, qui était furieux en sortant. Donc, le maître du temps. Le temps, c'est le temps, combien de temps tu m'attends, combien de temps tu as envie de me voir. Et vous attendez, et j'arrive. C'est Mitterrand en 88, Pierre Mauroy qui passe 4 heures à combler un meeting parce que Mitterrand doit arriver 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il arrive au bout de 4 heures et Mauroy est furieux, mais Mitterrand sait se faire aimer en obligeant la foule à patienter. Il était parti se balader dans le coin pour visiter une chapelle romane. Oui. Mais là, ça c'est l'excuse, la réalité c'était de faire monter le désir de moi. C'est
totalement narcissique, égocentrique, c'est insupportable. C'est la politique. C'est pour non, Jacques Chirac était toujours à l'heure. François Hollande est quelqu'un relativement à l'heure. Bayrou est tout le temps en retard. C'est des retards, c'est-à-dire que Bayrou, il part à l'heure où il devrait être arrivé, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais je vous assure que c'est un trait de politique très intéressant sur le plan psychologique. Alors, sur le plan psychologique, avec S, séduction. Tous les grands politiques sont des séducteurs, de grands séducteurs. Je ne parle pas de la jambe féminine. C'est pas sexuel, séducteurs, ils séduisent les gens pour qu'ils votent pour eux, pour qu'ils disent du bien d'eux. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Ah bien sûr, hein, il séduit tout, Emmanuel Macron. Moi, il faut le voir virevolter quand il était jeune ministre, arrivant dans un ministère, saluant toutes les secrétaires, saluant... Alors bon, je ne doute pas une minute qu'il y ait une part de sincérité, mais voilà, Emmanuel Macron est un séducteur né, là-dessus, il n'a rien à envier à ses prédécesseurs. Alors justement, on avait parlé de Bagnères de Bigorre, on va mettre le cap franchement au nord, même au nord d'Amiens, le Touquet. Le Touquet, c'est le Latché d'Emmanuel Macron. C'est ça, c'est ce qu'il voudrait nous faire croire. En tout cas, le Latché de Mitterrand, c'était un cérémonial, c'était quelque chose. Hein. Après, et puis, je ne sais pas s'il y a des ortolans du côté du Touquet. Oui, et qu'on les mange avec la serviette, sur le nez. Oui. C'est strictement interdit, je le rappelle, de consommer, de chasser des ortolans. Je ne sais même plus s'il y en a encore d'ailleurs des ortolans. Mais oui, le Touquet, c'est vraiment son... Et d'ailleurs, c'est ce qui touchait, je pense, François Hollande. Je raconte cette scène, parce que c'est Hollande qui me l'a raconté, je n'y étais pas, où Emmanuel Macron, un vendredi soir, passe une tête dans le bureau de Hollande et dit je peux partir, je vais retrouver mes petits-enfants. Donc c'est assez étonnant de voir ce jeune homme qui a 36 ans, qui a pris le rôle de pater familias avec les enfants de son épouse qui sont même plus âgés que lui, avec les enfants de ses enfants dont il considère qu'il est le grand-père. Et le Touquet, c'est vraiment le nid avec, comment dirais-je, Brigitte Macron. De temps en temps, il se balade, il pousse des poussettes, c'est ce que les gens racontent, enfin avant qu'il soit président. Oui, c'est un Latché, oui. C'est pas le nid d'ortolan, en tout cas. Non, pas du tout. En 5 années de mandat, Emmanuel Macron n'a pas changé, c'est ce que vous écrivez. Vous en êtes certaine, le pouvoir, ça ne change pas un homme? Non, pas du tout. Même les épreuves, je pense que ça ne les change pas. Je pense que ce sont toujours les mêmes tendances de vie qui reviennent. Et d'ailleurs, si ça l'avait changé, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit sur les non-vaccinés. J'emmerde les non-vaccinés. S'il avait changé quelque chose profondément dans sa compréhension de ce pays et dans sa manière de considérer les autres, je ne sais pas si c'est un méchant homme ou pas. Je pense que d'abord, il est très arrogant, mais je pense qu'il a une case qui n'existe pas, c'est-à-dire la case empathie et la case de compréhension de ce qu'est l'échec. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a dans la vie, on subit des échecs, on subit des souffrances. Tout le monde doit y passer dans ces souffrances. Et mon sentiment est que Emmanuel Macron n'a pas l'appréhension au sens premier du terme de ce qu'est la patte humaine. Et je crois que ça, pour le coup, en 5 ans, je pense qu'il ne l'a pas changé. Sinon, il ne se comporterait pas comme il se comporte pendant même cette campagne. C'est-à-dire, c'est une campagne, les mains dans les poches. C'est quasiment la campagne de quelqu'un qui a déjà entamé son second mandat et qui, comment dirais-je, continue avec l'arrogance. Justement, vous avez vécu un certain nombre de campagnes. Je ne dirais pas un nombre de campagnes certain. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la campagne actuelle, par rapport à celle que vous avez vécue auparavant? Celle au pluriel, que vous avez vécu. Alors j'en ai vécu en tant que journaliste 3 et j'en ai organisé une vainqueur avec François Hollande, mais évidemment j'étais pas la seule. Ce que je pense de cette campagne, c'est qu'elle est très éprouvante, 2017 était éprouvante car bousculée par quelque chose qui n'avait rien à voir avec la politique, qui était les affaires de François Fillon. D'un seul coup, tout ça est devenu fou déjà, avec un président sortant qui se représente pas. Celle-là me paraît épouvantable dans l'organisation de la non-campagne, avec une forme de veulerie même d'un certain nombre de médias qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de campagne, parce qu'évidemment, il y a l'Ukraine, mais on pourrait faire de la place. Eh bien, finalement, on n'en fait pas. On ne fait pas de place à ce qui est essentiel. Dans une campagne normale, eh bien, tous les jours, il y aurait des ouvertures de journaux sur McKinsey. Dans une campagne normale, nous demanderions des comptes à Emmanuel Macron sur ce statut d'autonomie de la Corse sorti du chapeau. On ne sait pas pourquoi. Dans une campagne normale, on poserait des questions aussi à Emmanuel Macron sur ce papier de l'Humanité, cette enquête sur les dividendes qu'il aurait touchés chez Rothschild, notamment lors de la fusion et du deal Nestlé-Pfizer. Où sont passés ces dividendes? Dans une campagne normale, on poserait des questions à l'exécutif en lui demandant pourquoi est-ce que vous osez vous servir de vos comptes Twitter officiels de gouvernement. Ça n'est jamais arrivé, si vous voulez. J'en ai vécu des campagnes. Il y en a eu qui ont été pourries. La plus belle restera de toute façon 2007, parce que c'est la campagne où les gens vont... Sarkozy
royal en finale. Sarkozy royal, Bayrou. C'est vraiment 3 personnages, nouvelle génération, Ségolène à gauche, Nicolas Sarkozy à droite, des gens avec des programmes, de nouveaux logiciels dans leur propre camp, Bayrou au milieu. Cette campagne est extraordinaire et mon sentiment, c'est que quand même 2012, on s'est bien ennuyé. Et que 2017 est biaisé et que 2022 va être tronqué. En tout cas, voilà. Donc je n'aime pas cette campagne, surtout je n'aime pas la façon dont elle est traitée. Vous assumez d'être une vraie voix? Ah ben, j'assume totalement. C'est un des grands bonheurs dans la vie, c'est de faire les vraies voix avec vous. Je suis obligé de le dire parce que ça m'ennuie, mais c'est vrai. Est-ce que vous me permettez, ça me touche beaucoup, est-ce que vous me permettez de conclure cette interview avant que vous répondiez aux auditeurs de Sud Radio par une question... version vraie voix. Débile, donc. Question débile. Dans votre livre, il y a Poudre de perlimpinpin. Oui. Est-ce que cet excellent ouvrage va sortir sous forme lyophilisée? Ben, j'aimerais bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui l'ont lu l'aiment bien, donc je suis ravi. Je voulais vraiment marquer sa perlipopette, ce que je pensais de ce quinquennat. Blablabla. Eh bien, sacre bleu, on va se retrouver tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio, Bachibouzouk, Anna Colude, Cercopithèque. On voit les lecteurs de Tintin et Milou. Françoise Degois, l'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb, et ça appelle beaucoup. Ils veulent échanger avec vous. Avec plaisir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. On est ensemble jusqu'à 14h avec Françoise Degois, auteur de ce livre, Emmanuel Macron, l'homme qui n'avait pas d'amis. Et vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300, comme vient de le faire Jean-Marc du Vaucluse. Bonjour Jean-Marc, vous êtes taxi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez correctement? On vous entend correctement. Fort et clair. Alors, je me suis permis de vous appeler, c'est la première fois. Eh bien, bravo. Je sais pas. Mais j'avais quelque chose à dire. Moi, j'ai toujours, sans nommer personne, voté plutôt à gauche. J'ai même voté pour le président par façon tout à fait illusoire qu'il était peut-être centre-démocrate, même peu à gauche. Et puis, je suis pendant 5 ans allé de désillusion en désillusion. Benalla, notamment la gestion de la crise sanitaire, le fait de me voir contraint et forcé, c'est une fin de carrière pour moi. Le taxi, j'ai créé des entreprises, donc j'ai jamais été ce que certains appellent un assisté. Et donc cette fin de carrière, je la vis très mal dans la mesure où, n'étant pas injecté, parce que je ne parle pas de vaccin, je ne peux plus faire de transport de malades assis, même avec toutes les précautions. Les personnes sont derrière, lavage des mains, masques, etc. Parce que je ne serai plus payé par la Sécurité sociale qui gère le paiement des courses. Donc je vais certainement voter pour la première fois de ma vie également, après avoir contacté votre radio, que j'aime beaucoup. Merci. Je vais certainement voter pour la première fois de ma vie à l'opposé de ce que j'ai toujours fait, pour la bonne et simple raison que je veux faire en sorte que mon petit vote, avec peut-être quelques autres, permette de ne plus avoir ce personnage qui m'a déçu de jour en jour au pouvoir. Voilà. Françoise Degois, merci beaucoup Jean-Marc du Vaucluse. J'entends ce que dit Jean-Marc et surtout je pense que, merci Jean-Marc, je pense qu'on ne mesure pas le désastre qu'a été cette petite phrase « j'emmerde les non-vaccinés ». Alors il s'avère que dans toutes les études, Emmanuel Macron est à 25, 26, 27, 28%. On verra le jour du vote, on verra comment les choses se présentent véritablement. Moi je vois beaucoup et j'entends beaucoup de déçus du macronisme. Mais à l'inverse, le macronisme, c'est le bloc élitaire. Voilà, ce bloc élitaire, il pèse entre 15 et 20% dans ce pays, c'est-à-dire la France qui va bien, qui va très bien, qui n'est pas du tout choquée par ce personnage. Je pense qu'Emmanuel Macron a déçu beaucoup de gens. Et puis, ça, c'est sur le premier tour, mais sur le second tour, encore plus. C'est-à-dire que, voilà, il y a des millions de gens qui ont voté pour lui, dont moi, pour barrer Marine Le Pen. Sa mission était quand même assez simple. Il aurait pu, dès le soir, rentrer dans une grande mission de réconciliation nationale. Pas du tout. Il s'est maintenu au pouvoir entre ses 20 et 25%, uniquement sur la fracturation des uns contre les autres. Et ça, c'est la réalité. On peut reprendre l'ensemble de sa manière de gouverner. C'est comme ça que ça s'est passé. Diviser pour régner, c'est vieux comme le monde. Mais je comprends très bien la déception. Et je comprends aussi que sa mission était de réconcilier les Français, de faire baisser le thermomètre extrême droite. Eh bien, la réalité, c'est que si les choses se faisaient telles que les sondages nous les annoncent, eh bien, l'extrême droite de Marine Le Pen passerait tranquillement de 35 ou de 33% à 47%, un bond de 14 points en 5 ans. Bonjour le résultat démocratique.
On était dans le Luberon, une zone magnifique. On va dans une zone très sympathique aussi, notamment pour les amateurs d'excellents breuvages à base de vignes. Direction Béziers. Bonsoir Cédric. Enfin bonjour Cédric, on n'est pas dans les vraies voies. Il est 13h32. Bonjour à tous. Je serais tenté de vous dire bonsoir parce que j'ai commencé à bosser à 2h du matin. Donc effectivement, ma journée se termine en temps pompier dans environ 3 quarts d'heure. Donc je suis surpris de savoir qu'en fait il y avait un livre qui avait été fait et d'ailleurs j'en suis ravi parce qu'en fait on dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Ce que je déteste sur ce personnage, c'est qu'en fait je ne peux même pas le nommer tellement j'en finis par avoir de la haine et c'est dommage parce qu'en fait je pensais que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être renverser la France et finalement il l'a renversé mais dans le mauvais sens. Et on se retrouve finalement avec un personnage qui est un menteur. Je l'ai eu encore il n'y a pas si longtemps que ça sur un truc de télévision où en fait on lui pose une question, il veut pas répondre, il dit non mais je vous ai posé une question, il dit non mais moi ça sera ma réponse et ça sera comme ça sera pas autrement. J'ai trouvé ça d'une arrogance incroyable. Cet homme ne mérite pas de rester au pouvoir et surtout c'est un manipulateur. Il a fini par retourner le cerveau de ma mère et de mon beau-père et c'est des personnes qui sont âgées et effectivement il endoctrine les personnes âgées et je pense que les 25 ou 27% qu'il fait aujourd'hui ce sont des personnes âgées qui pensent qu'en fait il peut arriver peut-être à changer les choses qui n'arrivent pas à changer puisque de toute façon j'ai mis sur Twitter en fait des casseroles d'une certaine marque et j'ai dit si vous votez Macron vous avez une nouvelle batterie de casseroles. Voilà. C'est la base de ce qui se passe aujourd'hui. Ils traînent des casseroles comme jamais aucun président n'a traîné de casseroles. C'est impressionnant. Alors on peut parler de Benalla, mais il y en a plein d'autres. Il y a Griveaux, il y a Buzyn, il y a même Ferrand. C'est incroyable. Françoise Degois. Oui, en même temps, voilà, c'est pas lui à titre personnel. Vous savez, il n'est pas impliqué à titre personnel dans ce qui peut être soupçonné pour François Bayrou, pour Richard Ferrand. Moi, je comprends très bien. Ce que j'entends surtout dans ce que vous dites, et c'est assez intéressant de le voir, c'est que ça correspond à une étude de la Fondation Georges Jaurès qui a quelques mois maintenant et qui démontrait... Fondation classée à gauche, je le rappelle, même si on s'appelle Georges Jaurès, très proche de Emmanuel Macron aussi. Social-démocrate au départ. Oui, au départ, mais bon, on voit bien à peu près le chemin qu'elle a pris et elle a le droit. Il y a les gens ont absolument le droit d'aimer et d'apprécier Emmanuel Macron. Mais je pense que cette colère qu'on entend dans votre voix, c'est vraiment la caractéristique aussi de la façon dont ce pays, d'ailleurs, nos confrères Nicolas Doménac et Maurice Safran ont écrit un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle Pourquoi tant de haine, qui est plutôt en faveur d'Emmanuel Macron, mais j'ai bien aimé le titre parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le personnage d'Emmanuel Macron, probablement dans ces 3, 4 fautes ou 5 fautes de langage, à chaque fois il dit, il fait un mea culpa mais il ne se corrige jamais, qui indique une forme d'arrogance. Et je pense que dans cette étude, on réalisait que Emmanuel Macron arrivait à provoquer une détestation jamais atteinte en réalité, une détestation. Et ça, c'est un vrai problème pour lui. C'est un problème au-delà du fait qu'il gouverne, j'ai envie de lui dire, bon, parce que je suis un peu plus âgé que lui, en tout cas c'est un problème même humain terrible. Comment peut-on arriver à générer autant de détestation alors qu'on a autant de qualité? C'est quelque chose sur lequel il devrait s'interroger, mais je ne suis pas psychanalyste. Et je me permets juste de prolonger la question. Ce qui m'a interpellé, c'est la première partie de votre message, c'est quand il dit ça m'a étonné d'avoir un livre sur Macron. Est-ce que autour de vous avez été vous-même étonné, Françoise Degois, d'avoir finalement peu de livres sur ce quinquennat Macron et plutôt critique? Alors non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a très peu de promotion pour les livres politiques en ce moment à cause de l'Ukraine. Je ne suis pas la seule, Michel Onfray aussi d'ailleurs, et je vous remercie à nouveau de m'inviter. Moi j'en suis très heureuse, de toute façon j'aime Sud Radio. Et Sud Radio vous aime. Ouais, et puis les bêtises sur la chaîne complotiste et fasciste, s'il vous plaît, soyez sympathiques, parce qu'il n'y a pas de fascistes ici, et j'aime pas trop me faire traiter de rouge-brun non plus, donc je le dis, moi Sud Radio est un des rares endroits où il y a une diversité totale et où les gens qui représentent la gauche, et pas la gauche extrême ou la gauche qui serait rouge-brun, la gauche comme moi, eh bien, ont autant de place que les gens qui sont à l'extrême droite ou la droite. Donc je tiens quand même à le dire parce que je suis fatigué d'avoir ma tweetline assaillie par les bots macronistes expliquant que je suis une affreuse fasciste. Voilà, je le dis, stop les caricatures. J'en reviens à
à la promotion des livres politiques. C'est très compliqué en ce moment parce qu'il y a l'Ukraine. Plus largement, c'est très compliqué pour l'ensemble de la littérature. Vous savez, tout le monde s'arrache. Il n'y a plus d'espace en réalité dans les journaux écrits, télévisés, radio, pour parler des livres. Il y a beaucoup de livres politiques qui sont sortis. Il y en a de très bons, notamment celui de Corinne Laïc que j'ai particulièrement apprécié. Mais c'est vrai que on n'en entend pas beaucoup parler parce que dans un moment, dans une campagne normale, on aurait parlé de ça tous les jours ou plusieurs fois. Nous ne sommes pas dans une campagne normale. Et puis je pense en plus qu'il y a aussi une volonté dans le fait de ne pas en parler sur les livres critiques de Macron. Il y a une volonté de ne pas déranger celui dont on a identifié peut-être qu'il serait réélu. Il ne faut pas se fâcher avec le boss à l'Élysée. C'est une grande tradition de bien des rédactions françaises. On continue avec les appels. Merci Cédric de Béziers. Et on remercie à nouveau Jean-Marc du Vaucluse également. Du Luberon. Quel bel endroit. Oh la classe. Un grand endroit adoré par François Mitterrand, bien sûr. Ah oui, Gordes. Gordes avec Anne Pinjot et Mazarine. On continue à recevoir énormément d'appels pour votre livre, Françoise de Gois, sur Emmanuel Macron, l'homme qui n'avait pas d'amis, et un appel notamment de Claudine. Bonjour Claudine, vous nous appelez de Niort. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Bonjour Claudine. Bonjour Françoise de Gois. Alors moi, j'ai pas été étonnée, j'ai pas été déçue du tout par Macron, alors pas du tout, parce que dans tous ces meetings que j'ai pu voir avant les élections de 2017, il transpirait à fond les manettes ce côté saturnien, psychorigide, les grands séducteurs à la fois, avec ce côté de toute façon, j'aime pas la France, je vous aime pas, et de toute manière, je vais vous en faire baver. Oui. Voilà. Ah bah donc non, quel problème. Non mais c'est vrai, je comprends. Ah non, mais je peux vous assurer que de mon point de vue, Emmanuel Macron, moi, c'est viscéral, quoi. Hein. Quelque part, je sens bien que ce type-là, quelque part, il s'en fout. Voilà. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la place. Lui, ce qui l'intéresse, en fait, comme beaucoup de politiques, hein, quelque part, on va dire ça de beaucoup de politiques, mais lui, c'est encore plus... je veux dire, on sent bien qu'il y a une espèce de mépris absolument affreux du gueux. Et puis, il s'entoure aussi de gens. Il n'y a qu'à voir sur Twitter des gens qui l'entourent. Ils sont d'une vulgarité sans nom. Je veux dire, moi, on m'a appris à m'exprimer correctement, à être poli, à ne pas insulter à tout va. Et quand on regarde sur Twitter les gens qui sont plutôt pro-Macron, l'insulte et l'insulte même vulgaire est vraiment, je dirais, vomitive par moment. Voyez, Françoise de Gois. Je ne vais pas citer le nom, hein, parce que bon. Françoise de Gois qui s'est beaucoup fait insulter, notamment sur Twitter. Oui, je me fais insulter beaucoup, mais parce que vous avez des bots aussi, vous avez des gens qui ne correspondent pas à des vrais êtres humains. Ce sont des bots, c'est des robots. C'est des robots. Ah, des vrais êtres humains. Non, oui. Moi, je vous parle de vrais êtres humains. Oui, et pas sous pseudo. Des gens même connus. Oui, je pense qu'il y a une folie qui s'est emparée. Voilà. Il y a une folie générale qui s'est emparée de tous les camps. Alors voilà, je suis d'accord sur, en tout cas, que ce soit vrai ou faux, car je ne sais pas sonder les cœurs et les reins, mais il y a une réalité de ressenti de mépris de classe qui est très fort en réalité dans ce quinquennat. C'est vrai que la phrase épouvantable dans cette gare, on crasse des gens qui ne sont rien. On sent bien que ça. Il avait commencé déjà comme ministre de l'économie et des finances, j'en parle dans mon livre, quand il avait traité les gens de gars d'illettrés, avec les illettrés un abattoir, c'était en Bretagne. Breton. Donc après il était venu s'excuser très discrètement, etc. Mais il y a quelque chose, c'est lui, je le redis, il y a quelque chose chez lui d'une forme d'excellence qui va avec l'arrogance, en tout cas au niveau universitaire et au niveau pas intellectuel, mais en tout cas et qui est fortement ressenti vraiment par les gens. C'est quelque chose, je le redis, c'est vraiment un trait dans sa relation avec les Français. Pour Emmanuel Macron, dans une majorité, parce que même s'il y a 25% de gens qui votent pour lui, il y a 75% qui ne l'aiment pas et qui le rejettent même. Il y a dans sa relation aux Français, il y a quelque chose. Il a essayé, ses conseillers en communication ont essayé, mais enfin, vous ne pouvez pas donner à boire à un cheval qui n'a pas soif. La réalité, si vous voulez, c'est que ça continue à sonner faux et on n'a pas encore vu l'humanité d'Emmanuel Macron. Je mets un bémol
Je l'ai vu, moi, une fois, je l'ai ressenti une fois dans le discours de Samuel Paty. Je pense que c'est Vous l'écrivez dans votre livre, d'ailleurs. C'est le seul discours que je pense profondément sincère, parce que je pense qu'il est ébranlé par la décapitation de Samuel Paty, comme François Hollande a été ébranlé par Charlie et ébranlé par le Bataclan. C'est la seule fois de sa vie où il a demandé des tranquillisants pour dormir. Il demande des cachets pour dormir. T'as pas des trucs pour dormir, tellement il ne peut plus. Et là, je crois que... Mais j'entends ce que vous dites, Claudine, et moi je ressens que ce fossé entre Macron et les Français, c'est lié vraiment à ce mépris de classe que beaucoup de Français ressentent. Merci beaucoup Claudine, vous nous avez appelé de Niort. Merci beaucoup de votre appel. Et comme vous, Bruno de Toulouse a appelé le 0826 300 300. Et Bruno, on le retrouvera juste après une très courte pause pour continuer à parler de ce livre de Françoise Degroy qu'on reçoit dans ce face-à-face, Emmanuel Macron, l'homme qui n'avait pas d'amis. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face avec Françoise Degroy, auteur de ce livre Emmanuel Macron, l'homme qui n'avait pas d'amis. Vous êtes nombreux à appeler le 0826 300 300. Ce qu'a imposé Emmanuel Macron, enfin ce qu'a imposé la Macronie, le macronisme, c'est une réflexion binaire et mutilante. C'est-à-dire, soit vous êtes dans le camp du bien, progressiste, éclairé, et donc vous êtes pour les vaccins et vous êtes contre les gilets jaunes, si vous voulez, soit vous êtes un archaïque, fasciste, et obscurantiste, relégué aux confins des exoplanètes. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le droit... Alors que la vérité est beaucoup plus complexe que cela. Moi, je rigole beaucoup quand on m'explique que Emmanuel Macron est complexe. En tout cas, tout dans sa façon de gérer n'a été que binaire et fracturant. Donc, après, sur le Ritroville, j'ai suivi comme vous et j'ai beaucoup chroniqué sur cette pandémie. J'ai été comme vous tout à fait meurtri, profondément meurtri par la mort des personnes âgées, mais on voyait ça aussi en Italie, le fait que les gens puissent pas faire leur deuil. Je pense que il y aura un retour d'expérience un jour de tout ce qui s'est passé pendant cette pandémie. Je suis certaine, absolument certaine qu'un jour des vérités qui apparaîtront. Il y a aussi les choses qui ont été très bien faites, et je rappelle quand même, pour aller dans le sens de notre auditeur, que ça n'est pas un journal complotiste qui a qualifié ce vaccin de médicament. C'est le professeur Delfrécy lui-même, le patron de la haute autorité, qui, nous sommes tombés de l'arbre un matin sur France Info il y a 3 mois, a dit oui, il faut quand même reconnaître que c'est plus un médicament qu'un vaccin. Donc là encore, ça a été l'ambiguïté, ça a été une façon un peu de, comment dirais-je, l'ambiguïté et surtout le mépris des gens. Les non-vaccinés ont tout de suite été relégués au rang, évidemment, de l'extrême droite, des fascistes et des platistes, si vous voulez, alors que c'est pas vrai. Moi, je connais beaucoup de gens non-vaccinés qui sont, en plus de ça, des électeurs d'Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017, et je peux vous dire qu'il peut toujours courir pour avoir une voix et au premier et au second tour. Donc, tout ça nous a fait mal. Nous aurions eu besoin, dans ces crises de gilets jaunes, moi j'ai été frappé, je suis étonné que vous n'en parliez pas, mais moi j'ai eu mal, vraiment, dans la gestion des gilets jaunes. Je fais partie des gens qui ont eu mal à la République. Là encore, qu'a imposé le macronisme dans le débat public? Il a imposé, soit vous êtes avec les policiers, soit vous êtes contre, ok? Soit vous êtes avec les laïcs, soit vous êtes un islamo-gauchiste, ok? Eh bien, la vérité de millions de gens, elle est vraiment au milieu. Moi, j'aime la police républicaine, et j'ai le droit de dire que la façon dont le maintien de l'ordre on a procédé avec les gilets jaunes est un scandale absolu, et que nous sommes la honte absolue de l'Europe, au minimum. On continue à parler de votre livre. Merci, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Bruno de nous avoir appelé. On est ensemble avec sur Sud Radio jusqu'à 14h, et Damien du Gard nous appelle. Bonjour Damien. Bonsoir Damien. Bonjour Damien. Pardon. Bonjour Damien. Et bonjour. Alors, j'ai acheté votre livre, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Super, désolé. C'est très gentil. Je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. Donc, super. Voilà. Mais par contre, moi, je voulais revenir sur un de vos propos. Où vous parliez de la campagne présidentielle, et vous disiez, pour vous, vous avez vécu en 2007 une belle campagne, vous aviez dit. Oui. Et là, j'ai pas bien compris, parce que pour moi, Bayrou, Sarkozy et Royal. Voilà, incarne ce que les Français détestent de la politique au jour d'aujourd'hui, quoi. Le focusisme, le mensonge, l'hypocrisie.
le renoncement sur toutes les promesses. Il me semble, moi. En tout cas, 2007, c'était pas ça. C'était vraiment. Oui, dans la campagne, peut-être. Mais c'est ça dont j'ai parlé. Justement, je crois que Françoise Debois voulait dire une chose, c'est que avant c'était Mitterrand, Chirac, c'était les vieux de la vieille de la politique, et là il y avait de nouvelles têtes. Il y avait Sarkozy, Royal, Hollande. Il y a eu une intensité. Il y avait une intensité en 2007 de campagne qui a été exceptionnellement exceptionnelle. Il y avait Sarkozy qui arrivait avec son nouveau logiciel fait de droite et d'une droite populaire, en gros. Ségolène qui arrivait avec vraiment le nouveau logiciel, c'est-à-dire on n'a pas peur de parler de la sécurité, on n'a pas peur d'être patriote, et on est de gauche, mais on revendique la Marseillaise, on revendique le drapeau et la République. Et puis vous aviez Bayrou au milieu qui était plutôt sur la corruption des cœurs, sur l'ouverture des cœurs, sur cette espèce de centre droit, puisque comme disait Mitterrand, le centre est de droite n'est ni de gauche, voilà. Et voilà. Et donc je parlais vraiment de ce qu'était cette campagne passionnée et passionnante à vivre. Oui, et pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément d'attentes. Bien sûr, je veux dire, c'était une des premières campagnes où les attentes étaient immenses. Mais d'où la déception a été immense aussi. Écoutez, moi, Ségolène n'a pas été élue. Vous pouvez pas dire qu'elle est déceptive. Elle n'a pas été élue, pas plus que Bayrou. Donc vous êtes déçu de Sarko, en fait, en vrai. Ouais, de Sarko aussi, oui. Mais, oui, en 2007, c'est lui qui a été élu et personne d'autre. Pris derrière, elles ont été tous contradictoires, quoi. Royal, les positions qu'elle tenait en 2007, et là, elle essayait de raccrocher à Macron. Excusez-moi, c'est pas le renoncement idéologique, je sais pas comment ça s'appelle. Bayrou, il a pas vraiment de colonne vertébrale idéologique, donc on peut pas trop juger. C'est le centre extrême, c'est l'extrême centre. Oui, voilà. Effectivement, Damien, merci beaucoup, Damien. Oui, effectivement. En tout cas, s'il y avait des critiques à faire sur les campagnes, il y avait des idées claires potentiellement qui émergeient de. C'est ça, il y avait 2007, des nouveaux concepts. Voilà, c'est exactement ça, Joseph. C'est pour ça qu'elle était passionnante, la campagne. On continue à parler de votre livre, Françoise Deglois, avec un dernier auditeur. C'est Jean-Paul de Montpellier qui nous appelle, qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour mon Jean-Paul. Bonjour Montpellier. On a un peu contracté. Non, en fait. Montpellier 104.7. Bonjour Madame Deglois. Bonjour. Comment expliquez-vous que Emmanuel Macron puisse conserver comme conseiller Thierry Solaire, qui a été convaincu de fraude sociale, qui a des mises en examen pour détournement de fonds publics, et ainsi que d'autres mises en examen? Moi je vous réponds, je vais aller vite en fait, parce que j'adore votre question, elle est simple, parce que je pense que tout tient, encore une fois, et je le redis, tout tient sur la conviction d'être au-dessus de tous et de ne jamais plier aux injonctions de l'extérieur. En vertu de ça, Richard Ferrand est toujours président de l'Assemblée nationale, même si les plaintes ont été classées, je l'entends bien, il y a présomption. François Bayrou continue à être au commissariat au plan. On a le haut commissaire, on n'a pas le plan, malheureusement, pour nous. Voilà. Je l'explique avec la psyché qui est que d'Emmanuel Macron, qui est simple, personne ne me dicte rien de l'extérieur. Regardez sur McKinsey, il a répondu très agacé qu'on aille au pénal. Sur Benalla, qu'il vienne me chercher. Sur Solaire, me cherchez pas d'époux. Je fais ce que je veux, et je fais ce que je veux parce que je considère que les choses procèdent de moi et que c'est ce qui aura, comment dirais-je, traversé l'ensemble de ce quinquennat. C'est vraiment, je le redis, et ce qui a fait qu'Emmanuel Macron a échoué au moins dans le cœur des Français, c'est cette arrogance. Est-ce qu'il est capable, s'il était éventuellement réélu, je n'en sais absolument rien, face à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, je vais tous les citer, oui. Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, est-ce qu'il serait capable de se départir de cette arrogance qui a été vraiment le poison de son quinquennat, le poison, je dis bien, de ce quinquennat et ce poison français? Je n'en suis pas du tout certaine. Tout un programme. Merci beaucoup Françoise Deglois, c'était un plaisir. Auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plon. C'est bien écrit, ça se lit hyper facilement. C'est un abécédaire, hein. Je le dis, c'est un peu mon point de vue, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Tout ça parce que vous écrivez des abécédaires, c'est ça. Tout ça parce que votre excellent bouquin sur les mots du jour, oui. C'était de l'abécédaire. Non mais il est dingue ce type. Ah non, c'était pas un abécédaire. non, pas du tout. C'était pas dans l'ordre. Ça va. Merci beaucoup Françoise Deglois, publié chez Plon et disponible
dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Merci Joseph, merci Philippe, merci beaucoup. Merci François Degois. Et demain, on recevra donc Tom Conan, Vraie Voix Sud Radio. Vraie Voix également. Excellent, aussi. Tom. Auteur de Radical aux éditions. Non, là, il vient pour Pollution demain. Ah, d'accord. Radical, c'était l'avant-dernier. Vous faites vraiment dans le gauchiste, là, jour après jour. Hein. Paul, on donne la parole à tous sur Sud Radio. Donc, les gens qui nous traitent de fascistes, vous avez compris ce que vous pouvez mettre vos insultes là où je crois, c'est-à-dire au fond de votre réservoir d'essence. Si Françoise Degois et Tom Conan sont de droite, je sais pas. Et des fascistes alors. Restez avec nous sur Sud Radio. Brigitte Lahaye, c'est tout de suite jusqu'à 16h. Brigitte reçoit Hélène Vecchiali, psychanalyste et auteur de plusieurs livres de Le silence de la femme et Un zèbre sur le divan aux éditions Albin Michel, avec notamment cette question: quelle est l'importance de l'intelligence dans un couple? Est-ce un critère de choix? Restez avec nous sur Sud Radio.